déchiquetées, falaises abruptes, calanques de Provence brûlées par le soleil et que baigne l'eau pure. Dans ce cadre, un nouveau sport est né, la chasse sous-marine. Des hommes bronzés, munis de panoplies étranges, plongent dans la mer transparente et capturent parfois des poissons de forte taille. Malgré notre matériel rudimentaire et au prix de réels efforts, nous avons tenté à la fois de vivre et de filmer les aventures, les poursuites, les émotions des meilleurs chasseurs dans la jungle sous-marine. Inlassablement, j'ai accompagné Dumas dans ces dures plongées qui nous ont conduits jusqu'à 18 mètres de profondeur. Avec des moyens de fortune, mon camarade Vèche a construit pour ma caméra une solide caisse étanche. Nous serons vite équipés. Des nageoires de dauphin et 4 livres de plomb à la ceinture permettent à l'homme poisson des plongées foudroyantes. Ce couteau de théâtre est une assurance contre l'imprévu. Dans l'eau, l'œil humain est myope, presque aveugle. Des lunettes sous-marines, humectées de salive et soigneusement rincées, corrigent cette infirmité. Pour les plongées profondes, rien ne vaut l'étanchéité et le confort d'un masque taillé tout simplement dans une vieille chambre à air. Ce bout de tuyau n'est utile qu'en surface. Il évite d'avoir à sortir la tête de l'eau pour respirer. Bricolé de nos mains, voici l'arbalète, rustique et maniable. Ces puissants caoutchoucs projettent un harpon de 2 mètres pesant 3 livres. Tandis que Dumas achève de s'équiper, Vèche vérifie la boîte étanche à travers laquelle tous les réglages sont possibles. Il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau. C'est l'instant impatiemment attendu par les fanatiques de cette chasse. Attendu tout l'hiver alors que nous fourbissions nos armes, attendu chaque semaine pendant l'été. L'eau est accueillante pour ceux qui la connaissent. Elle nous lave de nos soucis comme elle nous débarrasse de la pesanteur. À l'affût du gibier à écailles, nous restons aussi à l'affût des images. Les fonds les plus pittoresques et aussi les plus poissonneux sont les fonds de roche. Les pêcheurs le savent bien. Toutes ces pierres, tapissées d'algues courtes, tous ces blocs troués de cavernes abritent les animaux les plus surprenants. Pour admirer ce pont de roche, il a fallu plonger à 15 mètres. Il y a certainement du monde là-dessous. Mais oui, voici quelques beaux sards, méfiants comme ils sont toujours. Il est temps de remonter. Au-dessus de nos têtes, la surface étincelle. C'est le plafond, qu'au bout de notre souffle, après une plongée profonde, nous serons bien aises de crever pour renouveler l'air de nos poumons. Voici un essaim de minuscules castagnols. Nous pourrions les disperser d'un geste, comme des mouches. Aussi liquides que l'eau, ces petits poissons d'argent portent à la queue un deuil perpétuel. Leurs bancs se disloquent devant nous. Leur méfiance est excusable. Ils sont massacrés en foule par les grands carnassiers. Vivante coupe de cristal, cette méduse provoquerait de douloureuses brûlures si nous venions à l'effleurer. Les rouquiers ne sont que de petits bourgeois endimanchés. Les sopes paissent comme des moutons. Elles sont peu farouches. Mais si nous insistons, le troupeau préfère changer de pâturage. Leur chair est molle, sans saveur. Leur panse est gonflée de tripes et de vases. Un chasseur ne les tire jamais. Et ces poissons communs, rayés d'or et d'argent, décorent et animent tous les paysages. Ce mulet, lui, vaut bien un coup de fusil. Un peu plus haut, plus à gauche... Feu! En fait de mulet, c'est une sope ridicule qui perd ses tripailles sur ma flèche. S'ils ne sont pas un jour dévorés par quelques monstres, ces jeunes mulets que nous voyons jouer au soleil deviendront de beaux poissons rapides. Ils sont difficiles à approcher, sauf à l'époque du frai, où ils deviennent distraits, comme tous les amoureux. Au milieu de ce nuage de sopes surgit un loup, petit mais noble, une bête de proie, terreur du fretin, mais aussi régal des connaisseurs. Quelle que soit sa taille, il mérite un coup de harpon. Et c'est avec soin que cette modeste prise est accrochée à la ceinture. Plats comme des assiettes, les sards aux dents de chèvre savent dévorer les oursins et leurs épines. Quelle belle cible! Mais sauvages comme ils sont, ils ne se laisseront guère prendre que par surprise dans leur tanière. Celui-ci préfère s'enfuir,
au-dessus des algues, que la houle balance, comme le vent couche un champ de blé. Voraces et puissants, les Dinty passent, majestueux. Ils savent garder leur distance. Surpris au détour d'une roche, celui-ci disparaît, soudain pris de panique, dans la grisaille des lointains. La dorade ressemble au Dinty, mais elle est plus belle encore, avec ses écailles d'or, sa large tache de sang sur les ouïes. Il serait temps de penser au déjeuner. Ce Dinty serait certainement mieux sur un grill. Pas de geste brusque. Il a l'air assez paisible. Se laissera-t-il approcher? Allez, à l'attaque. Plus près, attention, encore 1 mètre. Il me regarde, il est à moi. Le repas est assuré. La promenade se poursuit. Les corbeaux ou poissons-queues sont de nonchalants flâneurs. Les nageoires déployées, ils semblent planer au-dessus de leurs trous. Ils sont très faciles à tuer. Comme leur chair est exquise, ils n'ont en somme qu'un défaut, celui d'affectionner les eaux profondes. L'araignée de mer remonte des grands fonds au mois de mai pour déposer ses œufs près des côtes. Il faut un œil exercé pour en discerner la carapace. Mais pour qui sait les voir, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Les poulpes de petite taille, comme celui-ci, ne présentent aucun danger pour l'homme. Leur fameux nuage d'encre ne parvient pas à nous effrayer. Ces bestioles n'en restent pas moins désagréables à manipuler. Toutes les rencontres sont possibles, même celle du diable, qui prend ici la forme d'un lièvre de mer. Cette petite raie pastenague, effrayée, s'enfuit. Elle vole plutôt qu'elle ne nage. Sa queue, souple comme un fouet, cache un dangereux aiguillon. Mais assez d'amusettes ou d'escarmouches. La vraie bagarre va commencer, car voici le mérou, la grande vedette des chasseurs. Sur nos côtes, cet étonnant poisson ne se laisse jamais prendre dans les filets, et sa capture au palangre est un événement sensationnel. Il en est d'énormes, presque centenaires, qui gîtent parfois tout près des côtes, dans quelques mètres d'eau. Mais ils y sont rares et méfiants. Pour mieux les connaître, les traquer, pour filmer leur sarabande dans une ambiance favorable, nous devons nous astreindre à des plongées sévères, par 12, 15 et même 18 mètres de fond. Le mérou, un maître dans l'art du camouflage, ne sort guère de son repère. C'est seulement le nez dessus qu'on le distingue de l'algue ou du rocher. Il faut donc descendre souvent, et souvent pour rien. Engager le torse dans des gouffres angoissants, écarquiller les yeux dans la pénombre, pour suivre à bout de souffle des poissons magnifiques, et les manquer parfois. Ferrailler au jugé dans des trous noirs, et partout, mettre en batterie la caméra. Il faut avoir le feu sacré. L'arbalète est rechargée sous l'eau en quelques secondes. Les occasions perdues ne se retrouvent jamais. Heureux et curieux à la fois, ce mérou hésite à regagner son trou. Il se réfugie naïvement derrière une touffe d'herbe. Il a presque un bon regard de chien. Quelle cruauté de poignarder un animal qui ne demandait, peut-être, qu'à se laisser caresser. Cette remontée n'en finit pas. Vite, une gorgée d'air. Et la chasse reprend. Ici, 2 beaux mérous de 8 à 10 kilos, allongés paresseusement l'un contre l'autre. Cible inespérée pour un doublé vraiment unique. Là, c'est un solitaire tiré à l'improviste. Comme la surface est loin déjà. Fasciné, l'homme descend plus bas encore. Ses tempes sont prises dans un étau. Ses tympans le blessent. La pression l'écrase. Il trouve encore la force d'ajuster, de tirer posément. Il saisit à plein corps la bête foudroyée et grimpe laborieusement jusqu'à cette aire dont il est avide. Et ce n'est que maintenant que le photographe a la permission de remonter.
mérou de 20 kilos va grossir le tableau de chasse. La flèche, massive, a été tordue comme un fil de fer. Crabes, langoustes, poissons de toute espèce, poissons entiers, disparaissent chaque jour dans cette gueule puissante. Au large des îles Ambier se dresse la balise des Magnons. Au pied de cette tour, sous 12 mètres d'eau, la roche est percée de part en part. C'est entre les mérous qui circulent dans ce long tunnel et les hommes poissons qui les cernent, la plus folle partie de cache-cache. Retournons à ce tunnel pour y semer la terreur. 2 mérous cette fois. Le premier s'échappe. Mais l'autre est coincé entre l'arbalète et la caméra. Fatale hésitation. Dumas patrouille un peu, le temps de ventiler soigneusement ses poumons. Les palettes le déhalent sans peine. Mais voici que d'un coup de rein, il plonge une fois de plus. Il a parié de ramener 100 kilos de poissons dans sa matinée. Quel beau mérou! Les yeux saillants, les nageoires en éventail, il se laisse couler prudemment. À toi, Dumas. Bravo. Tout à coup, 2 monstres passent, rapides et dédaigneux. Ce sont des liches. L'une d'elles est tombée, frappée en plein crâne. Le chasseur peut rentrer maintenant, le cœur en joie, avec sa prise royale. Son pari est gagné. Qu'il se hâte vers le Rouveau où nos amis l'attendent, lui et le festin qu'il remorque. Et moi, qui l'ai suivi comme une ombre, je ne rapporte qu'une caméra, mais lourde de souvenirs. La liche, taillée pour la course, ressemble au thon. Celle-ci mesure 1,60 m et pèse 37 kg. C'est un mâle, gonflé de laitance. Mais la recherche d'une compagne ne lui a pas coupé l'appétit. Son estomac contenait plusieurs kilos de poissons fraîchement engloutis. Novembre. Devant le Mistral et le froid, nous n'avons pas renoncé. Est-ce l'espoir de prendre une belle pièce? Un de ces loups qui aiment les brisants? Peut-être. Mais il nous paraît lâche aussi de déserter avant l'heure cette eau où nous avons croisé l'aventure. La houle déferle au-dessus de nos têtes et nous nous jouons d'elle comme elle se joue de nous. Tant pis si le monde ne prend pas nos rêves au sérieux. La jungle est à nos portes. Chasseur, ne t'acharne plus, il fait trop froid, rentre. Vite, qu'on lui fasse du feu, ce feu où il puise à nouveau la chaleur que la mer lui a prise. Penché sur la flamme, il songe aux armes nouvelles qu'il forgera cet hiver.